Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est François de Beaulieu, en onde avec vous comme chaque semaine pour Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet de grande actualité. Nous allons en effet parler de la dépendance énergétique, des dommages que cette dépendance occasionne et des risques sécuritaires qu'elle entraîne. Si mes invités sont en France, leurs analyses valent pour bien des pays, croyez-moi. Et pour en parler justement, Laurent de Gaulle, un homme de réflexion, de pensée, une pensée généreuse mais très ancrée également dans la réalité de notre époque. Et Alexandre Boisson que nous avons déjà accueilli il y a quelques semaines ici même. Il est, rappelons-le, un expert en sécurité, un être passionné par la dimension géopolitique de ces phénomènes de société. Deux regards sur cette dépendance énergétique, deux regards qui se complètent et qui se rejoignent pour ensuite évoquer la transition énergétique, les pistes, les initiatives qui permettront de sortir donc de la dépendance et nous projeter dans un monde nouveau, un monde meilleur. Écoutons-les. C'est vers Alexandre Boisson que je vous propose de me tourner tout d'abord pour bien comprendre ce que c'est que cette dépendance énergétique. À la limite, c'est une belle expression, mais une belle expression si elle ne recouvrait pas une réalité bien plus large, une réalité plus accablante aussi, voire même paniquante que ce que nous pensons communément, car c'est bien ce qui ressort de votre analyse, Alexandre, n'est-ce pas ? Tout à fait. Pour moi, le succès des accords de Paris sur le climat tient dans nos cohésions nationales, pas seulement françaises, je parle pour l'international, et une plante. J'y reviendrai après. Je voudrais juste citer Jacques Brel parce qu'il disait « il n'y a pas de gens méchants, mais la bêtise humaine, c'est la mauvaise fée du monde, la sorcière du monde ». Alors j'aime cette phrase parce que elle m'a fait me questionner sur moi-même, sur ma propre bêtise en tant que consommateur, en tant que citoyen. Et la première des bêtises que je faisais, c'est de pas voir les choses des causes aux conséquences. Alors, pour mieux aborder le sujet et pour comprendre ce que représente réellement la dépendance énergétique en termes de dommages, d'enjeux, de risques sécuritaires, il faut les voir, ces causes et ces conséquences. Et d'abord, ce sont des chiffres. Le pétrole, c'est 65% de la consommation énergétique pour prendre le cas français. Cela représente 4,3 litres de pétrole par jour par Français, soit 272 millions de litres par jour. C'est tellement colossal qu'on ne le voit pas. Alors on va faire justement, à ce titre, un petit exercice très rapide et vous allez juste regarder autour de vous, au moment où vous m'écoutez, tous les objets que vous voyez. Et vous allez voir bien sûr des plastiques, des caoutchoucs, des lacs sur le bois, tout un tas de choses qui sont décomposées du pétrole. La pétrochimie fait notre confort. Les voitures qui passent, si vous les voyez, sont remplies leurs réservoirs sont remplis de pétrole. Donc voilà, c'est toutes ces choses de notre confort qui font ces 272 millions de litres par jour. C'est énorme. Et le problème, c'est que comme nous vivons dans ce confort, on ne se pose pas les questions de d'où vient ce pétrole et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce pétrole. Alors que nous, la France, mais chaque pays a ses propres contraintes, nous l'importons à 98%. Et l'importer à 98% de l'étranger. C'est-à-dire que nous, on n'a pas ces réserves. Alors, ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, nous dépendons de pays qui sont pour la plupart favorables, mais au gré de la géopolitique actuelle, il se pourrait qu'un jour, ils ne le soient plus tout à fait, puisque pour certains, on en sanctionne. Beaucoup font partie du BRICS, ce qu'on appelle l'alliance Brésil, Russie, Inde. Maintenant, on rajouterait bien Iran, Chine et Afrique du Sud. Et ces gens-là, qui ont des très très fortes démographies, ont besoin, au même titre que l'Occident à son époque, de pétrole pour pouvoir se développer et créer aussi le confort de ces populations. Et à force de sanctionner, donc ces pays qui sont pour certains fournisseurs de notre confort, on est dans une espèce de contrainte. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nos chars d'assaut ne fonctionnent pas à l'électrique, nos avions de chasse non plus. On a peut-être que quelques navires qui fonctionnent au nucléaire, mais même notre propre défense nationale est dépendante. Alors, c'est quand même difficile
de vouloir sanctionner des gens dont on dépend de l'énergie. Et puis il y a un aspect beaucoup plus invisible et beaucoup plus violent à notre dépendance énergétique. C'est le fait que pour aller faire des stratégies que les gens n'ont pas très envie de connaître parce qu'elles sont trop anxiogènes, il faut accepter de manipuler des gens pour qu'ils aillent dans des pays où ceux qui dépendent du pétrole puissent faire le nécessaire pour que les pipelines passent, les gazoducs passent et qu'on puisse obtenir au prix du marché ces réserves. Alors nous comprenons bien effectivement, Alexandre, les enjeux qui sont en cause et les moyens qui sont mis en œuvre pour sauvegarder le fonctionnement de nos sociétés, un fonctionnement qui est largement basé sur la consommation. Mais si le risque de dépendance devient, selon certains, une probabilité même incontournable. Alors vous, Alexandre, qui êtes un expert en sécurité, selon vous, que pourrait-il se passer concrètement chez vous, chez nous? On le voit lors de cas de piquets de grève, quand il y a les raffineries qui sont bloquées. Aussitôt, c'est le pays qui se bloque, qui se crispe. Pourquoi ? Parce que nous dépendons des transports et essentiellement ils fonctionnent au pétrole. La pénurie peut faire changer vraiment les comportements. Donc sans qu'on soit attaqué par l'extérieur, rien qu'à l'intérieur, nous sommes obligés d'être en abondance énergétique. Je vais prendre un cas concret. Si vous êtes reclus dans un endroit isolé, que vous habitez donc vraiment un hameau par exemple, et que vous avez une urgence médicale, mais qu'à ce moment-là, il y a une pénurie énergétique et que seules les ambulances, les pompiers, la police, par exemple, ont le droit de circuler. Votre vie va dépendre de votre état de santé, parce que forcément, il y aura des consignes pour sauver plutôt les gens en bonne santé. Si vous avez 80 ans et qu'en même temps, il y a un rationnement des pompiers et qu'ils ont moyen de sauver quelqu'un qui est plus jeune et plus près, voilà. Ça, c'est tout de suite du concret au niveau de la santé, au niveau de ce que ça peut donner une pénurie énergétique. Pareil, maintenant, quand vous imaginez que vous êtes en ville et que vos magasins sont remplis aujourd'hui en période d'abondance énergétique, vos légumes ne viennent pas en véhicule électrique, ils viennent par conteneurs dans des camions qui fonctionnent au pétrole. Si il y a une restriction énergétique, pareil, vos magasins vont commencer à se vider. Et je voudrais vous faire un parallèle avec ce qui se passe, par exemple, à la période de solde. Tout le monde voit très bien quand il y a des grandes soldes et que les gens, devant les grilles des magasins, trépignent. Quand à peine c'est ouvert, ils écrasent des enfants, ils écrasent des plus vieux, ils sont prêts à se battre pour prendre des objets. Il faut bien se rappeler que tout ça, au niveau de l'analyse comportementale, c'est en période d'abondance. Imaginez en période de pénurie. Là, les gens, ça devient l'instinct de survie. Si ça devient alimentaire, les gens deviennent extrêmement violents. Donc on voit bien que le pétrole coule dans toutes nos vies, comme du sang. En préparant cet entretien, Alexandre, et en écoutant votre analyse, j'ai réalisé que les risques sécuritaires vont même bien au-delà de ce que vous venez d'évoquer. Vous reliez en effet, et en l'expliquant, la montée du terrorisme et le recrutement des jeunes abandonnés par une société dans des zones de non-droit, comme vous le dites en France. Vous le reliez à la dépendance pétrolière. Alors c'est un constat qui ne s'applique pas seulement qu'à la France, malheureusement, mais expliquez-nous ce lien. Vous voyez bien, comme je l'ai expliqué, qu'on est extrêmement dépendant donc de ce pétrole et qu'il conditionne nos vies. Comme nous importons 98% de ce pétrole, il faut bien aller les chercher ailleurs. Et les gens qui possèdent ce pétrole ne sont pas toujours d'accord pour nous le donner au prix du marché. La main du marché, c'est la nôtre, in fine. Donc, il se passe que des stratégies secrètes sont adoptées par les États, par des puissances économiques. Et celui qui en parle le mieux, c'est Boris Cyrulnik, dans une vidéo qui est disponible sur Internet, qui s'appelle « La psychothérapie du diable », il est en train d'expliquer, en pleine période des attentats de Charlie Hebdo, que des jeunes sont repérés dans des zones difficiles, parce qu'ils sont en perte de repères familiale, éducative, bref, ils sont un peu paumés, ils sont repérés et puis manipulés
par des groupes économiques qui ont des visions, des projets sur le Moyen-Orient, ou en tout cas toutes les zones où on peut récupérer du pétrole, puis qu'on en est tellement dépendant et que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, à l'heure où aujourd'hui, il suffit d'allumer la télé pour qu'il se passe rarement une semaine sans qu'il y ait un attentat, on voit bien qu'il y a un effet retour de toutes ces manipulations et qui sont très dangereuses, puisqu'elles commencent à faire couler le sang sur nos territoires dits développés. Et plus proche du terrain encore, je voudrais très vite évoquer le cas de Madame Ziaten. Alors Madame Ziaten, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est lors des attentats de 2012 en France. Son fils a été tué par Mohamed Merah. Et Merah a tué plusieurs personnes, des enfants d'une école juive. Il a tué 3 militaires, plus des civils. Voilà, c'est encore un attentat qui s'est passé en 2012. Et cette maman, Madame Ziaten, vu que son fils, qui était militaire français, n'a pas voulu se mettre à genoux comme lui demandait le terroriste avant de l'exécuter, elle a repris le flambeau du courage et elle va dans tous les quartiers difficiles. Et elle repère, elle entend ce que disent ses enfants, parce que pour certains, ils sont paumés, ils n'ont pas toujours des familles qui les aident. Et on voit bien que quand ils commencent à basculer dans des choses un peu radicales, tout le monde y perd. Les parents, les premiers, ne savent pas ce qui se passe, ne comprennent pas comment ils peuvent aussi difficilement être manipulés. Et Madame Ziaten parle bien de sectes comme Monsieur Cyrulnik et d'autres, qui sont à l'œuvre dans les quartiers parce que ça fait de très bons candidats au sacrifice. Alors bien sûr, tout ce que je viens de dire est très anxiogène, on n'a pas toujours envie de l'entendre, mais sachez qu'il existe des solutions et la finance, pour le coup, est en train de tracter dans ce sens. Et si nous agissons tous rapidement avec toutes les composantes de la société, justement en n'oubliant personne dans cette société civile, on va très vite pouvoir s'en sortir parce que nous ne manquons pas d'idées pour transformer cette situation. Excellent Alexandre, je vous remercie. C'est vers Laurent de Gaulle que je me tourne maintenant. Laurent, vous êtes diplomate, vous avez été diplomate, vous étiez en poste en Australie, en Inde, et c'est en rentrant en France en 2002 que vous avez eu un véritable choc, un choc qui vous conduira à créer Planète Libre en 2006. Il s'agit d'une revue consacrée au développement durable. Mais parlez-nous tout d'abord de ce choc que vous avez vécu en 2002, des constats qui se sont alors imposés à vous. Oui, le choc, c'était le choc de découvrir tout à coup que la très grande pauvreté était aussi dans des pays développés comme la France, et que je retrouvais des scènes de rue identiques à celles que j'avais connues en Inde, tout près de chez moi. Et cette situation ne s'est pas arrangée depuis, elle n'a fait qu'empirer. Et j'ai compris à ce moment-là à quel point notre monde était plongé à la fois dans une dépendance économique dont vient de parler Alexandre, mais aussi dans une interdépendance, dans une forme de globalisation qui faisait que tout à coup, chacun d'entre nous, où que nous soyons dans le monde, nous étions interpellés finalement par la situation de la vie sur Terre, la situation de nos proches, au sens nos frères et sœurs humains, et que désormais il nous faudrait trouver des solutions autrement, que le modèle de développement tel qu'il s'est mis en place à la faveur de, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale et ses conséquences, ce modèle-là est dépassé et qu'il fallait d'urgence se ressaisir en fait, réapprendre à penser sa vie et à penser le monde pour se ressaisir des chances que nous avons malgré les difficultés, et donc jouer notre part chacun en tant que citoyen, en tant qu'homme libre, pour essayer de faire réémerger l'honneur de vivre, hein, comme disait le professeur Robert Debré, qui était un grand médecin, un grand penseur, c'est-à-dire le fait d'être et non simplement d'avoir. Donc il y a tout un rapport, en fait, effectivement, au partage des ressources, qu'elles soient d'ailleurs des ressources énergétiques comme celles dont on parle,
ou des ressources vitales comme l'eau, par exemple, qui fait partie des grands stress de notre époque. Voilà, donc l'enjeu, c'est effectivement de considérer que chacun de nous est une ressource pour un développement durable. Et ce choc que j'ai vécu en 2002 et que je continue de vivre finalement presque quotidiennement, c'est à la fois évidemment une blessure, une souffrance, mais aussi peut-être l'occasion de créer un déclic, un choc salvateur, de penser que finalement il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde, que le monde se signale à nos consciences pour nous demander d'intervenir, exactement comme on aurait des symptômes qui se déclareraient pour nous signaler une maladie, une situation intenable. Finalement, les symptômes, c'est l'occasion soit de déclencher un combat, et celui que j'ai voulu déclencher, que Alexandre a déclenché, que vous nous aidez à exprimer, que vous portez aussi. Et puis, c'est ça, ou bien c'est le renoncement. Mais le renoncement, ça veut dire aussi, finalement, comment dirais-je, le piège, l'enfermement, le repli sur soi. Un peu, il y a des chefs politiques qui prennent ce type de décision, même très récemment, de considérer que le monde, c'est le monde, mais que on peut se replier sur soi. Moi, je crois au contraire que la chance que nous avons aujourd'hui, qui est aussi une difficulté, il ne faut pas se leurrer, cette transition énergétique, ça appelle des choix qui sont d'abord des choix personnels. Je considère que la responsabilité, bien sûr, elle est des États, des pouvoirs, des grandes entreprises, mais elle est aussi individuelle. Et que finalement, on est appelé à une renaissance, c'est-à-dire à repenser le monde. Quand je préparais cette émission, j'ai revu que Al Gore a été nommé prix Nobel de la paix en 2007. Ça fait déjà 10 ans qu'Al Gore a été prix Nobel de la paix pour son alerte sur le réchauffement climatique et avec les membres du GIEC, bien sûr. Et puis, depuis ce temps-là, depuis 10 ans, on est toujours dans des tergiversations, beaucoup de discours et finalement, quand même, beaucoup d'initiatives aussi. Si on veut les voir, elles sont là, et y compris des initiatives de grands pays. Et donc, voilà, je pense qu'on s'est trouvé dans cette situation depuis 2002. Moi, j'ai beaucoup travaillé la question, mais je crois que l'enjeu, c'est de penser à demain pour agir aujourd'hui, et donc en fait d'abord de penser. Tout à coup, si on repense le monde, si on veut se vivre non pas comme des consommateurs, mais comme des acteurs d'une consommation responsable, eh bien on a la chance de travailler à la fois sur les conséquences de notre liberté et puis sur les conditions de notre liberté à venir pour éviter de s'habituer à trop de restrictions et en même temps vivre mieux avec nos limites qui sont les limites naturelles. Chacun sait, là ça parle à tout le monde, chaque personne sait qu'elle a des limites. Il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas faire parce que je suis fait comme ça ou parce que j'ai des peurs, voilà, j'ai des restrictions naturelles, mais dans ces limites, on peut faire beaucoup. Et je crois que c'est, par exemple, c'est ce que nous expriment aussi bien, j'allais dire, les grands écrivains, les grands poètes, que les grands sportifs. C'est que, avec nos limites, on peut porter beaucoup d'espérance et on peut déclencher beaucoup de solutions parce qu'on peut être un exemple pour les autres, parce qu'on peut aussi s'inspirer de l'exemple des autres. Et voilà, c'est valable aussi sur les chantiers importants que sont la pauvreté, les migrations, voilà, tous les stress du monde d'aujourd'hui. Mais je crois en particulier, effectivement, comme le disait Alexandre, sur les aspects énergétiques, parce que c'est ce qui conditionne tous nos mouvements, nos développements, nos échanges. Et donc, effectivement, il y a des enjeux
tellement fort que si on veut éviter de sombrer dans une guerre généralisée, parce qu'en réalité on vit de guerre en guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, sur ces questions énergétiques justement, eh bien voilà, c'est l'occasion de reprendre, j'allais dire les armes, mais en fait c'est beaucoup plus pacifique que ça. C'est nos armes à nous, c'est-à-dire les armes de la solidarité, de se poser 3 questions finalement que le général de Gaulle avait coutume de poser aux Français, auxquelles il apportait lui-même des réponses pour qu'ils y adhèrent ou non d'ailleurs. Hein. C'est simplement d'où venons-nous, où en sommes-nous et où allons-nous. Et quand j'observe Thomas Pesquet qui est en train de l'astronaute français qui est en train de rentrer sur Terre en ce moment, et la manière dont il a su partager à la fois ses émotions, mais aussi son travail, et aussi nous permettre de percevoir un tout petit peu de cette recherche extraordinaire qui est menée pour faire avancer l'humanité. Je me dis que c'est magnifique de penser que il nous aide, il nous apporte un éclairage sur finalement la manière dont on a envie de conduire notre vie. Hein. C'est vrai que les énergies positives, c'est vrai que le partage de solutions, l'interdépendance, ça peut être des occasions pour nous d'avancer vers une transition énergétique réelle avec des conséquences sociales positives et puis voilà, repenser un mode de société dans lequel nous voulons vivre aujourd'hui et puis pour les générations suivantes. Merci beaucoup Laurent. Et effectivement, vous venez de vous-même de faire le lien qui s'impose maintenant. On a évoqué effectivement la dépendance énergétique avec tous les risques et les risques sécuritaires en particulier qu'elle entraîne. Ce qui me paraît effectivement important, c'est de parler des pistes que représente la transition énergétique, des pistes pour des lendemains meilleurs, pour un avenir un peu plus heureux. Alors, vous venez de le décrire à votre façon. J'aimerais maintenant entendre Alexandre nous parler de ces pistes que représente la transition énergétique. Concrètement, qu'est-ce qui peut être fait? Comment ça peut être fait? Où en sommes-nous en fait? Alors, j'ai une vision un peu transversale due à mon ancien métier. Et moi, ce que je vois, c'est que la bonne surprise, c'est que la finance devient l'ami du renouvelable. La finance veut cette transition énergétique. Et il n'y a plus d'excuses pour qui connaît dans la même carrière la politique et la finance. Vous voyez à qui je fais référence. En effet, BlackRock, qui a une très grande influence dans le monde de la finance, c'est le plus important gestionnaire d'actifs au monde. Et il sonne la ruée vers l'or vert, les investissements dans les énergies renouvelables. Donc la solution, à mon sens, c'est un point de vue personnel, passera par la cohésion nationale plus une plante. Et cette plante, c'est le chanvre. C'est le chanvre pour sa polyvalence, mais un chanvre contrôlé par l'État. Pour compenser le pouvoir énergétique, là je parle au plan français, à chacun de vérifier ses chiffres, pour compenser le pouvoir énergétique des 272 millions de litres de pétrole dont nous avons besoin actuellement chaque jour pour assurer notre quotidien, nous avons besoin des talents de toute la société civile et dans toutes ses composantes. Le chanvre permet de faire des batteries aux capacités supérieures à celles du graphène. Pour la petite info, le graphène permet de faire des super capacités de stockage, d'énergie verte sans passer par les terres rares. Donc ça nous libère de cette dépendance aux terres rares. Et les capacités de stockage d'énergie verte sont déterminantes pour la transition énergétique. Le chanvre permet aussi de faire de l'isobutène. Et les isobutènes, on en fait de la pétrochimie. Donc on en fait des plastiques, des caoutchoucs, tout ce que je demandais tout à l'heure d'observer autour de soi. Et l'isobutène, c'est le constructeur Audi, constructeur automobile, qui s'y intéresse parce que la société française Global Bioénergie a trouvé le moyen de faire du chanvre, mais d'autres déchets organiques, de l'isobutène. Donc ça, c'est une clé de voûte. Et puis un petit peu d'histoire aussi. Le chanvre a déjà été utilisé comme combustible pour moteur, utilisé notamment par Rudolf Diesel lors de la création de son moteur diesel. Le gazole arrivera bien plus tard. En 1937, Henry Ford, qui n'était pas moins capitaliste
que Trump avait créé la Hemp Body Car, une voiture en grande partie faite de chanvre et alimentée par l'éthanol de chanvre. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il nous faut nous autonomiser. Si on ne veut plus dépendre de certaines stratégies où on prend des jeunes de nos quartiers pour en faire des idiots utiles envoyés pour des géostratégies, si on veut éviter que dans nos quartiers, la déshérence conduise au terrorisme, y compris chez nous, parce que je rappelle quand même le Bataclan, je rappelle quand même Nice, je rappelle quand même tout ce sang qui coule maintenant sur nos territoires, il faut qu'on implique un maximum la société civile. Et moi, je suis pour la végétalisation contrôlée, bien sûr, puisque le chanvre est contrôlé en termes de marché par des directives européennes, mais je suis pour que les jeunes des quartiers qui connaissent déjà le business illicite de certaines plantes puissent se reconvertir dans une économie de la seconde chance et végétaliser un maximum pour contribuer à l'effort de transition énergétique, leur donner une deuxième chance d'accéder à ce marché, à cette transition. Passer au chanvre, est-ce que c'est une utopie? Pas du tout. Et ce qui est important pour les investissements dans l'énergie, c'est le taux de retour énergétique, qui est le ratio d'énergie utilisable acquise à partir d'une source donnée, rapporté à la quantité d'énergie dépensée pour obtenir cette énergie. Alors pour être plus clair, si vous trouvez une source de pétrole au fin fond de la mer, il va falloir que vous y fassiez une plateforme pétrolière, aller en mer profonde, et tout ça, ça coûte des milliards. Et vous avez intérêt à ce que votre poche de pétrole soit assez fournie pour que sur des années, vous puissiez rentabiliser l'investissement de départ. Sinon, vous ne le faites pas. Ce qui est intéressant avec le chanvre, c'est qu'il n'est pas tarissable. Il consomme très peu d'eau, à la différence du fracking, ça c'est les gaz de schiste ou les pétroles de schiste, où vous injectez des millions de litres d'eau potable pour arriver à extraire ce gaz ou ce pétrole. Là, le chanvre, il consomme très peu d'eau. Il est renouvelable puisqu'il repousse. Alors que toutes vos autres sources de pétrole, eux, au bout d'un moment, vous arrivez en fond de cuve. L'intérêt du chanvre, c'est aussi qu'on l'a en local et qu'on redynamise tout un tas de quartiers. On redynamise la cohésion nationale. Géopolitiquement, on n'appauvrit personne avec le chanvre. C'est-à-dire que si nous, on est capable de produire ça, les autres pays peuvent le faire aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence du système actuel, où, par exemple, nous, Français, on importe 98% de notre pétrole, on est donc obligé d'avoir des gens qui sont bien gentils de nous le donner au prix qu'on le veut. Alors que si tout le monde cultive un peu son chanvre et on fait des biocarburants, personne n'est appauvri. Donc, il y a cette dimension-là qui est intéressante. Et de son côté, le Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis dit qu'il faut revégétaliser les villes, car plus l'homme est au contact de la nature, mieux il se porte. Donc vous voyez, ce chanvre est aussi polyvalent que le pétrole, et en ça, ce sont de nouveaux emplois à créer. J'ai bientôt fini. Il faut dès aujourd'hui répondre aux défis sociétaux, écologiques, sécuritaires, à l'heure où les grandes puissances nucléaires se disputent les dernières ressources de pétrole pas chères. Et bien sûr, il y a d'autres pistes. Si on parle d'énergie verte, on peut semer des graines à l'international. Et à ce sujet, j'étais moi-même impliqué dans un projet de supercar franco-azérie, donc une supercar aux performances supérieures à celles de Tesla, puisque encore plus adaptée au terrain où allait rouler le véhicule. Et j'ai monté, alors que je suis rien ni personne, une réunion à Bercy, au ministère des Finances, dans les locaux de l'ADTF en 2014, avec des officiels français, mais aussi le patron du high-tech park d'Azerbaïdjan, puis 3 ingénieurs que je veux citer, monsieur Kulak, monsieur Gallier et monsieur Montbrun, qui sont des architectes automobiles, je précise bien, ce ne sont pas des constructeurs, c'est des gens qui font des choses sur mesure et adaptées aux contraintes des pays. Ils sont tellement performants que ça ne s'est pas arrêté à l'Azerbaïdjan, puisque là, à la COP22, ils ont été impliqués dans le projet de monsieur Morchid, qui a présenté sa supercar marocaine.
Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à créer. Excellent. Merci beaucoup Alexandre. Effectivement, ce sont des pistes qui nous permettent d'imaginer que cette transition est jouable, que ça peut être une réalité et qu'elle va déboucher effectivement sur des lendemains meilleurs. Avant de nous quitter, j'ai envie de demander à Laurent de Gaulle de partager avec nous un extrait d'un discours de son aïeul, le général de Gaulle, un discours qu'il avait tenu, je crois, à Mexico et que je trouve particulièrement inspirant. Alors, si vous aviez la gentillesse de partager cela avec nous, ce serait une belle façon de conclure. Laurent ? Avec plaisir, oui. Je pensais à, juste avant de vous citer cette phrase, je pensais à tout ce qui est fait dans le domaine de la recherche, des nouvelles matières, le fait d'apprendre à consommer moins aussi, les ampoules LED par exemple. Toutes ces choses montrent que en fait chacun d'entre nous, chaque village, chaque ville, chaque État a des solutions propres. C'est-à-dire qu'il y a la dimension globale du problème énergétique, mais ensuite il y a aussi toute la dimension locale. Et là, on peut faire beaucoup. Et effectivement, je rejoins complètement Alexandre dans ces pistes optimistes en fait, pour penser que vraiment, la clé de compréhension des solutions pour demain, c'est une responsabilité personnelle de chacun à son niveau. C'est-à-dire que, contrairement à ce que Alexandre disait, il n'est pas rien ni personne, il est tout à fait un citoyen engagé, passionné, comme il le soulignait, mais que justement, c'est cette dimension d'engagement personnel qui peut faire tout changer, parce que à chaque niveau différent dans le monde et sa complexité telle que nous les voyons, telle que Cyrulnik ou Edgar Morin nous les décrivent, eh bien voilà, on a des solutions. Et effectivement, le général de Gaulle, dans ce discours de Mexico du 18 mars 1964, disait ceci: par-dessus les distances qui se rétrécissent, les idéologies qui s'atténuent, les politiques qui s'essoufflent, et à moins que l'humanité s'anéantisse elle-même un jour dans de monstrueuses destructions, le fait qui dominera le futur, c'est l'unité de notre univers. Une cause, celle de l'homme, une nécessité, celle du progrès mondial, et par conséquent, de l'aide à tous les pays qui la souhaitent pour leur développement. Un devoir, celui de la paix, sont pour notre espèce les conditions mêmes de sa vie. Les analyses et les réflexions de Laurent de Gaulle complètent et rejoignent celles d'Alexandre Boisson. La transition énergétique que tant d'entre nous appelons n'est pas que l'affaire des gouvernants, elle est sans doute même et avant tout l'affaire de tous, ici, au Canada, là-bas, en France, là où vous êtes, dans l'un des 44 pays qui aujourd'hui suivaient cette émission. Oui, l'affaire de tous, notre responsabilité individuelle comme citoyens de favoriser, de soutenir cette transition qui n'est pas que technologique, qui est aussi faite d'autres choix de consommation et plus largement d'un regard nouveau sur le monde que nous voulons pour demain et la place que nous voulons y prendre. Penser demain pour agir aujourd'hui, disait justement Laurent de Gaulle. C'était Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.